Bon retour dans Ask the Truth sur GNS. Pourquoi le monde attend-il avec impatience ce qui va arriver à la République islamique? Commençons la semaine avec un autre sujet que le monde entier attend avec impatience, la Coupe du Monde. Maintenant, la FIFA aime parler d'inclusion et d'égalité dans le sport, mais quand il s'agit de la République islamique d'Iran, la FIFA a passé des années à permettre exactement le contraire. Il ne s'agit plus seulement de football, il s'agit de savoir si les institutions internationales vont se ranger du côté du peuple iranien ou du régime qui l'opprime. En ce moment, la FIFA échoue complètement à ce test. Cette semaine, la FIFA a annoncé l'interdiction du drapeau historique du lion et du soleil pour la prochaine Coupe du Monde, symbole de millions d'Iraniens et ancien drapeau national de l'Iran jusqu'en 1979. Or, ce drapeau n'est pas celui d'une organisation terroriste ni un symbole de haine. C'est un symbole historique de l'identité nationale iranienne qui existe bien avant la République islamique. Mais apparemment, la FIFA considère que ce symbole est trop politique. Pendant ce temps, la FIFA a autorisé à plusieurs reprises les drapeaux palestiniens, les symboles politiques palestiniens et des manifestations ouvertement politiques dans les stades du monde entier. Vous vous souvenez du Maroc à la Coupe du Monde? Les symboles politiques palestiniens semblent acceptés, mais pas les symboles culturels et historiques iraniens. Maintenant, je vous rappelle que la Palestine n'est pas un État. Le drapeau palestinien est aussi celui de l'Organisation de libération de la Palestine, considéré comme terroriste jusqu'au début des années 90. C'est un symbole politique, pourtant la FIFA l'a laissé apparaître dans les stades et dans l'univers du football mondial pendant des années. Mais le drapeau historique de l'Iran, c'est là qu'il trace la limite. Mais cela va au-delà des drapeaux, car la FIFA a passé des années à permettre, normaliser et protéger un régime qui abuse systématiquement des athlètes, interdit aux femmes l'accès au stade et utilise le sport à des fins de propagande. Saviez-vous que la République islamique interdit totalement aux femmes l'accès au stade de football? Des femmes ont été arrêtées et agressées pour avoir essayé de regarder jouer leurs équipes. Un cas célèbre est celui de Sahar Kodayari, aussi appelée la fille en bleu. En 2019, après avoir été arrêtée pour avoir tenté d'entrer dans un stade déguisé en homme et avoir risqué la prison, elle s'est immolée par le feu devant le tribunal et est décédée de ses blessures. Cependant, la FIFA s'est limitée à publier des déclarations sans valeur contre l'apartheid de genre dont sont victimes les supporters, et cela ne concerne pas que les supporters. La République islamique persécute aussi brutalement ses propres athlètes. Navid Afkari, un champion de lutte, a été exécuté en 2020 après avoir participé à des manifestations contre le régime. Amir Nasser Azadani, un footballeur professionnel, a été condamné à une longue peine de prison pour avoir manifesté. Voria Dafori, un ancien joueur de l'équipe nationale, a été arrêté après avoir exprimé son soutien aux manifestants. L'ancien footballeur iranien Ali Karimi, l'une des figures les plus appréciées de l'histoire du football iranien, a soutenu ouvertement les manifestants et, en réponse, le régime a confisqué ses biens en Iran. Même en ce moment, Rachid Mazaheri, un ancien gardien de but de l'équipe nationale d'Iran, est porté disparu depuis des mois après avoir condamné le massacre de plus de 30 000 Iraniens par le régime les 8 et 9 janvier. À quelques semaines de la Coupe du Monde, un ancien gardien de l'équipe nationale iranienne a disparu. Et où est la FIFA? Le football n'est pas politisé par le drapeau du lion et du soleil, mais par le régime, qui l'a fait en interdisant aux femmes l'accès au stade. Ils l'ont rendu politique lorsqu'ils ont utilisé Team Melli comme outil de propagande. Ils l'ont politisé en punissant les joueurs soutenant leur peuple. Ils l'ont rendu politique lorsqu'ils ont transformé les athlètes en marionnettes de l'État juste pour leur permettre de concourir. Et la FIFA joue le jeu. Pourquoi? Voyez ce qui s'est passé récemment avec l'équipe féminine iranienne en Australie. À la Coupe d'Asie féminine, les joueuses iraniennes ont refusé de chanter l'hymne de la République islamique avant leur match, poussant les médias d'État à les traiter publiquement de traîtres en temps de guerre. Après le match, plusieurs joueuses ont demandé l'asile en Australie, craignant pour leur vie. Et la police fédérale australienne a aidé à extraire 5 joueuses de leur hôtel, loin des agents du régime. L'Australie leur a accordé des visas humanitaires, mais le combat n'était pas fini. Certaines joueuses, d'abord parties se mettre en sécurité, ont changé d'avis et sont retournées en Iran après que le régime les a menacées, elles et leurs familles. Voilà à quoi ressemble le sport sous la République islamique et la FIFA ne fait rien. Le sport est censé représenter l'excellence humaine et la liberté de concourir, mais la République islamique l'utilise comme un outil de soft power. La FIFA maîtrise l'utilisation du sport comme outil de soft power, notamment pour blanchir la corruption. Qui peut oublier le scandale de la Coupe du Monde au Qatar?
En 2010, la FIFA a attribué la Coupe du Monde 2022 au Qatar après que la dictature islamiste a distribué des valises remplies d'argent liquide aux décideurs de la FIFA. Puis est venue l'affaire de corruption de la FIFA en 2015. Les autorités américaines ont inculpé des responsables du football et des dirigeants du marketing sportif dans une vaste affaire de pots de vin et de criminalité organisée. Quand la FIFA se pose aujourd'hui en arbitre moral des drapeaux et symboles acceptables, on peut légitimement se demander: est-ce vraiment une question de principe? Ou s'agit-il de convenances politiques, d'argent et de protéger le régime islamique? Regardez comment la FIFA a traité la Russie en comparaison. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été suspendue des compétitions internationales, accompagnée de déclarations sur les droits de l'homme, la loi et la responsabilité morale. Donc la FIFA est capable d'agir contre un État quand elle le souhaite, mais quand il s'agit de la République islamique, le régime qui exécute des manifestants, tue des femmes pour des violations du hijab, torture des athlètes, interdit aux femmes l'accès au stade et utilise le sport comme un outil de contrôle idéologique. Soudainement, la FIFA devient très silencieuse. De nombreux Iraniens réclament la suspension de la République islamique des compétitions FIFA et les propres règles de la FIFA lui donnent toutes les raisons d'agir. L'article 3 des statuts de la FIFA stipule que la FIFA s'engage à respecter tous les droits humains reconnus internationalement et doit s'efforcer de promouvoir la protection de ces droits. L'article 4 des statuts de la FIFA interdit toute discrimination envers un pays, une personne ou un groupe en raison de la race, couleur, origine ethnique ou nationale, genre, handicap, langue, religion, opinion politique ou autre opinion. La politique de la FIFA sur les droits humains exige qu'elle utilise son influence pour protéger les défenseurs des droits humains et les représentants des médias quand leurs libertés sont menacées. Alors, comment la FIFA peut-elle concilier cela avec un régime qui commet de tels crimes? Elle ne le peut pas. Le peuple iranien ne va pas rester silencieux à ce sujet. Ils ne vont pas arrêter d'agiter le drapeau du lion et du soleil, et ils n'accepteront pas que la FIFA agisse comme le gendarme culturel du régime. La République islamique devrait être suspendue de la FIFA et la FIFA devrait cesser de censurer le peuple iranien tout en protégeant le régime même qui les opprime. Ensuite, nous devons démystifier certains mythes alors que le monde attend de voir l'avenir du régime en Iran. Depuis le début du cessez-le-feu, le régime promeut de façon obsessionnelle le mythe selon lequel ce qui s'est passé à Minab, c'est que l'Amérique a délibérément visé une école de filles et massacré plus de 100 enfants. En examinant les détails, on réalise que cela ne correspond pas à la réalité. Le régime veut faire croire qu'une frappe ayant tué des enfants est un crime de guerre, mais ce n'est pas le cas. Voici pourquoi. Selon le droit des conflits armés, une frappe ne se juge pas seulement à ses résultats. Elle est évaluée selon les informations connues au moment des faits, la nature et la valeur militaire de la cible, le caractère excessif des dommages civils par rapport à l'avantage militaire, ainsi que les précautions réalisables qui ont été prises. Appliquons cela ici. Première distinction. La loi exige que les forces armées visent des objectifs militaires, pas des civils. Une installation navale ou de missiles du CGRI est un objectif militaire légitime. Un site lié aux opérations militaires, aux missiles, au commandement, à la défense aérienne, à la marine ou au stockage d'armes peut être ciblé. Maintenant, selon Brad Cooper du CENTCOM, le site se trouvait sur un site de missiles de croisière du CGRI et à l'intérieur d'une base du CGRI. Regardez. C'est donc une enquête complexe. L'école elle-même est située sur une base active de missiles de croisière du CGRI. C'est donc plus complexe qu'une frappe ordinaire. Une fois terminé, je m'engage à la transparence envers vous et les autres membres présents, vu votre rôle de supervision. C'est crucial car si une école se trouve à l'intérieur, à côté ou intégrée dans le périmètre d'origine d'un complexe militaire du CGRI, la nature militaire du complexe ne disparaît pas simplement parce que le régime y a placé des civils à proximité. Ensuite, il y a la question de le double usage. Une structure civile peut perdre sa protection si elle est utilisée à des fins militaires ou si elle est intégrée à un objectif militaire. Cela ne signifie pas que tous à l'intérieur deviennent des combattants, mais que l'analyse de la cible évolue. Si le site appartenait au complexe École des martyrs lié au CGRI, comme indiqué, s'il y avait une intégration militaire ou idéologique avec la base, ce qui était le cas, ou si la frappe visait l'installation du CGRI autour, ce qui était aussi le cas. La question juridique n'est pas s'il y avait une école, mais s'il y avait un objectif militaire valable à cet endroit. Ensuite, il y a la question de la proportionnalité. Maintenant, la proportionnalité ne signifie pas qu'aucun civil ne peut mourir. Cela signifie que les dommages causés aux civils ne doivent pas être excessifs au regard de l'avantage militaire concret et direct attendu.
Si la cible était un site naval ou de missiles du CGRI en guerre, c'est une cible militaire de grande valeur. Si la force attaquante pensait, selon les renseignements disponibles, que l'école ne fonctionnait plus comme une école civile ou qu'il n'y avait pas d'enfants sur place, une erreur de renseignement ne ferait pas automatiquement de cette frappe un crime de guerre. Et les précautions? La loi exige toutes les précautions pratiquement possibles pour réduire les dommages causés aux civils sans exiger des informations parfaites. Si des renseignements obsolètes ont été utilisés, ce serait grave et cela devrait faire l'objet d'une enquête. Mais des renseignements obsolètes ne sont pas la même chose que de cibler intentionnellement des enfants. Et enfin, les boucliers humains et le placement des civils. Si la République islamique a placé ou maintenu des enfants dans une zone militaire, surtout après le début des frappes, ce n'est pas un bouclier pour le régime. C'est en réalité une accusation contre le régime. La loi n'autorise pas une force militaire à mettre ses bases à l'abri en les entourant de civils. Et elle n'autorise pas non plus un régime à se servir des enfants à des fins de propagande après avoir échoué à les éloigner d'une cible militaire. Donc, juridiquement, le point clé est celui-ci. Si la frappe visait un objectif militaire du CGRI, si l'avantage militaire escompté était significatif, si la présence de civils n'était pas connue ou reposait sur des renseignements obsolètes, et si l'intention n'était pas de viser des civils, alors la frappe serait probablement légale selon le droit des conflits armés, même si le résultat était tragique. Non, une tragédie n'est pas forcément un crime de guerre, et des morts civiles lors d'une guerre juste ne prouvent pas automatiquement une intention criminelle ou une faute, parce que Minab n'était pas une école ordinaire isolée. Même les rapports favorables à la version des faits du régime reconnaissent que l'école de filles située dans cet établissement, l'école primaire, faisait historiquement partie d'une base navale du CGRI. Le régime et ses défenseurs affirment maintenant qu'à partir de 2016 environ, les images satellites montrent que l'école a été clôturée, repeinte et réaménagée en établissement civil avec des salles de classe et des aires de jeu. Mais cela laisse tout de même une question majeure. Pourquoi une école pour enfants était-elle située à l'intérieur, à proximité ou dans le périmètre d'origine d'une base navale et de missiles du CGRI à l'origine? Et c'est là la première faille majeure dans le récit du régime. Ils veulent que le monde voie le mot école, pas les mots base du CGRI. La seconde faille concerne la chronologie. D'après les représentants du syndicat des enseignants, Amnesty, The Guardian, Time et des sources iraniennes, les frappes en Iran ont commencé entre 9h40 et 10h. C'était un samedi d'école ordinaire en Iran. Vers 10h00 après le début des frappes, une fermeture nationale des écoles a été décrétée et les enfants sont rentrés chez eux. Puis, entre environ 10h43 et 10h45, la frappe a touché l'école. C'est vrai que le temps était court, mais cela n'explique pas pourquoi autant d'enfants étaient encore dans une installation du complexe militaire du CGRI. Le prochain point faible concerne l'affirmation concernant l'arme utilisée. Le régime a affirmé dans plusieurs rapports qu'un missile Tomahawk américain aurait frappé l'école, certains indiquant que les premières conclusions américaines imputent la frappe à des renseignements obsolètes et non à une attaque délibérée. Mais ensuite, une officier du CGRI apparaît à la télévision d'État iranienne et décrit quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un missile Tomahawk. Il a dit qu'il avait vu des drones s'approcher et que son unité avait d'abord essayé des armes légères, puis avait récupéré et installé une mitrailleuse lourde DSHK de 12,7 mm sur un trépied pour tenter de les abattre. C'est très difficile à concilier avec un Tomahawk. Le missile Tomahawk est rapide, rase le sol et laisse peu de temps de réaction. On ne peut pas en voir un arriver, arrêter ce qu'on fait, récupérer une mitrailleuse lourde montée sur trépied, l'installer, la pointer et ouvrir le feu. Mais c'est beaucoup plus probable avec des drones plus lents ou des munitions rôdeuses. Alors, qu'est-ce que c'était? Un Tomahawk? Un drone? Autre chose? Pourquoi un officier du CGRI décrit-il un scénario qui contredit le récit officiel du régime? Et si le régime ment sur l'arme, sur quoi d'autre ment-il? Et c'est là que l'analyse de Matt Tardio devient plus pertinente et plus importante. Tardio, analyste militaire indépendant, a examiné les preuves visuelles et la disposition du site. Il estime que de nombreux médias traditionnels se sont trop appuyés sur les sources du régime. Ces preuves montrent que la frappe a eu lieu dans un complexe qui n'était pas une école de filles ordinaire comme le prétend le régime, mais faisait plutôt partie d'un complexe de l'école des martyrs lié au CGRI, intégré à une base navale et de missiles du CGRI. Tardio a également révélé des images prises à l'intérieur du bâtiment endommagé qui montrent des mémoriaux militaires et du matériel de martyrs associé au CGRI. Que fait une telle chose dans une école pour enfants? Et cela nous amène à la quatrième faille dans le récit du régime. Le site semble avoir une histoire à double usage que le régime ne veut vraiment pas voir discuter.
Alors, pourquoi quelqu'un devrait-il prendre les affirmations de la République islamique pour argent comptant? Ce même régime a abattu le vol PS-752 d'Ukraine International Airlines, tuant 176 personnes, puis a menti pendant des jours jusqu'à ce que les preuves soient irréfutables. Ce régime a tué des centaines d'enfants lors des manifestations des 8 et 9 janvier et en a exécuté encore plus depuis. Et là, les médias internationaux ont encore échoué. La couverture responsable de cette histoire aurait été d'indiquer qu'il existe des rapports sur de nombreuses victimes civiles dans une école à Mina. Le site a déjà été situé à l'intérieur d'un complexe naval du CGRI. La couverture médiatique s'est transformée en «L'Amérique a bombardé des écolières», ce qui correspond à la propagande de la République islamique. Cet incident mérite donc une enquête. Dites-le s'il y a eu une erreur de ciblage, si des renseignements obsolètes ont été utilisés ou si des civils ont été tués. Mais ne laissez pas la République islamique transformer une tragédie complexe, peut-être causée par le régime, en victoire de propagande. Parce que la vraie question est de savoir pourquoi une école fonctionnait dans un complexe militaire du CGRI en premier lieu. Pourquoi un officier du régime a-t-il évoqué des drones alors que le régime parle d'un Tomahawk? Pourquoi minimise-t-on l'histoire militaire du site? Pourquoi des enfants étaient-ils présents après le début des frappes malgré la fermeture des écoles? Pourquoi les médias occidentaux font-ils confiance à un régime qui a déjà menti sur des pertes massives? Et pourquoi ce même régime qui massacre des enfants iraniens innocents est-il maintenant autorisé à se présenter comme leur défenseur? Voilà la véritable histoire, pas le conte de fées du régime. Passons à la rubrique de la semaine. Le bon, la brute et le truand, en commençant par notre mauvaise histoire particulièrement gênante. Le contrôleur de la ville de New York et candidat au Congrès, Brad Launder, a récemment visité une mosquée dans le Queens où il a récité un verset du Coran insultant les chrétiens. Il a parlé de son désir de collaborer avec Ilhan Omar et Rachida Tlaib au Congrès, puis il a accusé Israël de génocide au Liban. Regardez. Je crois, en tant que fier juif new-yorkais, que le génocide d'Israël à Gaza est une profanation, une atteinte à l'idée que chaque personne est créée à l'image de Dieu. Chacun de ces enfants palestiniens à Gaza est tout aussi divin que mes propres enfants bien-aimés. Et donc, oui, au Congrès, je ne voterai plus pour aucune aide militaire américaine à Israël. Pas les bombes qui détruisent les hôpitaux et les écoles à Gaza, pas l'occupation au Liban, qui est maintenant, je crois, malheureusement en train de devenir potentiellement un génocide. De la même manière que le partenariat que j'ai développé avec Soran, j'espère en avoir un avec Rachida Tlaib et Ilhan Omar, ainsi qu'avec d'autres membres du Congrès, pour montrer que nous pouvons construire une ville, un pays et un monde accessible à tous, où chacun est le bienvenu et où l'humanité de chacun est respectée. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Cette histoire de jouer la juive est vraiment pathétique. Il y a quelque chose de particulièrement ignoble chez ces lâches sans colonne vertébrale qui utilisent leur identité juive pour donner de la légitimité à des calomnies contre le seul État juif au monde, tout en se tenant activement aux côtés de personnes qui invoquent une rhétorique islamiste sur les infidèles. Ce qui ressort surtout ici, c'est à quel point cela est déconnecté de la réalité. Israël n'a même pas de conflit territorial avec le Liban. Israël ne veut pas être au Liban. Le seul problème au Liban, c'est que la République islamique l'a occupé avec le Hezbollah. Et même les Libanais le savent. Brat est trop occupé à lécher les couilles des islamistes pour s'en rendre compte. Il est tellement désespéré de faire étalage de sa vertu qu'il finit par se retrouver au même événement où l'imam a ensuite prié pour que le Mahdi vienne avec son épée contre les infidèles. Et cela illustre parfaitement ce que Gad Saad appelle l'empathie suicidaire. Une politicienne occidentale qui prétend défendre la démocratie, la tolérance, les droits des femmes et le pluralisme se tient dans une pièce. Elle normalise une rhétorique qui serait immédiatement condamnée si elle venait de n'importe quel autre groupe religieux ou politique. Honnêtement, c'est gênant rien qu'à regarder. Et maintenant, le côté sombre, l'ayatollah. La BBC a rapporté que, sous contrôle taliban en Afghanistan, des hommes vendent leurs filles pour les marier alors qu'elles sont encore enfants à cause de la pauvreté. D'une certaine manière, le reportage a réussi à présenter les vendeurs d'enfants comme les principales victimes. Regardez. Chez Toul Rachid Azimi, nous sommes soudainement confrontés à l'impact dévastateur. Il appelle ses filles. Roukia et Rouya sont jumelles. Elles ont 7 ans.
Abdul est impatient d'expliquer pourquoi il fait des choix insupportables. Sacré Baker, tu sais que tu as été enfant? Je suis prête à vendre mes filles. Je suis pauvre et endettée. Je rentre à la maison les lèvres desséchées, angoissée et confuse. Mes enfants viennent vers moi en disant « Baba, donne-nous du pain ». Rahila. Mais que puis-je leur donner? Où puis-je trouver du travail pour gagner ma vie? Ça me brise le cœur, mais c'est la seule façon de nourrir mes autres enfants. Abdul. Dit-il. Seul IETL de la BBC pourrait partir d'un comportement aussi vil, méprisable et inhumain pour présenter les hommes qui vendent leurs petites filles à l'esclavage sexuel comme les victimes. Ces porcs ne sont pas des victimes. Les victimes, ce sont les filles. Pourtant, la BBC consacre énormément de temps à humaniser les pères, leurs difficultés, leurs émotions, leurs choix difficiles, tandis que les véritables victimes, les enfants, deviennent presque des personnages secondaires. Sérieusement? Ce schéma persiste dans la couverture médiatique occidentale des sociétés islamistes. Il y a une incroyable réticence à affronter moralement ce que ces régimes infligent aux femmes et aux filles, tout étant constamment requalifié en pauvreté, en culture ou en complexité. Mais il n'y a rien de complexe à propos des filles mariées de force. Les talibans ont effacé les femmes de la vie publique, interdit aux filles d'aller à l'école, de travailler, de parler, et ont créé un système où les femmes sont considérées comme des biens. Cela aurait dû être central. Au lieu de cela, la BBC a mis au centre les hommes qui vendaient des fillettes, ce qui est horrible. Enfin, la bonne nouvelle de la semaine. En tant que membre du Congrès antisémite, Thomas Massie a perdu sa primaire dans le Kentucky, ce qui a déclenché une crise d'hystérie. Des nouveaux antisémites de droite qui accusent les Juifs, l'AIPAC et d'autres, mais les électeurs eux-mêmes qu'ils ne respectent apparemment pas assez pour penser qu'ils peuvent prendre leurs propres décisions. Pendant des mois, tout cet écosystème autour de Tucker Carlson s'est convaincu que les électeurs républicains, en particulier les chrétiens, s'étaient retournés contre Israël. Puis les vrais électeurs sont arrivés. Massie représentait le 4e district du Kentucky, l'un des districts les plus conservateurs, chrétiens et pro-Israël du pays. Et qu'a fait Massie? Il a transformé toute son image politique en une obsession pour Israël, l'AIPAC, l'influence étrangère et la diabolisation des Juifs américains. En conséquence, il a perdu avec près de 10 points d'écart. Immédiatement, la crise de nerfs a commencé. Tucker Carlson a affirmé en ligne que le lobby israélien avait éliminé Thomas Massie. D'autres personnes dans l'écosystème alt-right en ligne ont commencé à crier qu'AIPAC avait acheté l'élection, comme si les républicains évangéliques du Kentucky étaient simplement des robots sans aucune conviction politique propre. La politique ne fonctionne pas ainsi. On ne peut pas critiquer Israël pendant des années dans un district républicain très pro-Israël, puis s'étonner d'être rejeté par les électeurs. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'Israël était la question centrale de cette élection, mais la politique, c'est une question de calcul des coalitions, et les commentateurs en ligne ont complètement mal compris l'Amérique conservatrice. Encore une fois, mais honnêtement, le numéro de Massie sur le premier amendement a toujours été une plaisanterie. Je veux dire, c'est le type qui a passé des années à faire la leçon à tout le monde sur la liberté d'expression, le débat ouvert et l'opposition à la censure, tout en me bloquant de manière préventive sur X avant même que j'ai interagi avec lui parce qu'il déteste les Juifs. C'est ce qui fait de lui un imposteur abject. Il se dit défenseur de la liberté d'expression, mais dès qu'il croise une Américaine d'une religion qu'il n'apprécie pas, il la bloque, contredisant ainsi sa propre politique censée protéger la liberté d'expression et bannir la discrimination liée aux opinions. Lâche. Même dans son discours de défaite, il a affiché son obsession envers les Juifs. Regardez. Écoutez, je voudrais... Je me serais exprimé plus tôt, mais j'ai dû appeler mon adversaire et reconnaître ma défaite, et il m'a fallu un certain temps pour trouver Ed Galrian à Tel Aviv. Il aurait pu parler de l'économie, des problèmes locaux ou même de Donald Trump, mais au lieu de ça, il est tout de suite reparti dans des théories du complot antisémite sans aucune preuve parce que ce mouvement n'est pas vraiment axé sur l'Amérique d'abord. C'est pourquoi Massie s'est rapproché du porte-parole de la République islamique d'Iran à Washington, Trita Parsi, et pourquoi il a reçu le soutien du groupe de lobbying pro-République islamique NAYAC. Même l'ex-petite amie de Massie l'a publiquement accusé d'avoir accepté de l'argent directement de la République islamique d'Iran. En réalité, Massie ne se soucie pas de la Constitution.
C'est un sectaire et un raté, et son antisémitisme n'est même pas subtil. Il a souvent propagé des calomnies dangereuses sur la double loyauté liée au sionisme et à l'influence étrangère. Il a partagé des publications laissant entendre que le Congrès se soucie plus du sionisme que du patriotisme américain. Un PAC aligné avec Massé a également diffusé une publicité visant le donateur juif Paul Singer en utilisant une étoile de David pour l'identifier. Et il a pris pour cible des juifs américains éminents, les bloquant sur son compte gouvernemental, violant ainsi les protections que leur garantit le premier amendement. Eh bien, les électeurs du Kentucky n'ont clairement pas adhéré à toute cette mascarade de Thomas Massey, car la haine des Juifs est une idéologie perdante. Et Thomas Massey, tu es certainement un perdant. Bon débarras, antisémite. Et sur ce, c'est tout pour cette semaine. Je reviendrai la semaine prochaine avec plus d'actualités importantes à connaître. Et comme toujours, si vous avez un tuyau pour moi, n'hésitez pas à me contacter sur X à Emily K. Schrader ou sur Instagram à Emily in Tel Aviv. Je vous retrouve la semaine prochaine dans Ask the Subtude sur JNS TV.